Bonjour à tous. Le gouvernement français l'a annoncé, le protocole sanitaire dans les écoles va être allégé. Et c'est une bonne chose, une très bonne chose pour nos enfants. Parce qu'il ne sera pas simple d'oublier cette période. Le Covid a bouleversé nos habitudes, nos repères et ceux de nos enfants. Tout a été chamboulé. Des parents qui se prennent pour la maîtresse, des professeurs qui se prennent pour des youtubeurs et à la récré, les élèves qui jouent avec leurs copains par écran interposé seuls dans leur chambre. On dit que le Covid est un accélérateur de tendance. C'est ça l'école de demain ? Mais posons plutôt la question autrement. Comment la période que nous venons de vivre va influer sur ce qui sera l'école de demain ? Comment les difficultés rencontrées vont peut-être déboucher sur de nouvelles opportunités, comme les confinements qui ont amené les parents, les professeurs et même les élèves à communiquer beaucoup plus entre eux. C'est une des conséquences positives du Covid, et il y en aura d'autres. Un proverbe chinois dit que dans chaque crise, il y a une opportunité. Eh bien, renforcer le lien qui unit les familles, les professeurs, les élèves, bref, tous ceux qui font l'école, est une opportunité à saisir. Ça ne doit pas être la seule, mais il ne faut pas la rater. Ce lien, cette communication est indispensable pour l'épanouissement de nos enfants, et ce n'est pas mon invité qui vous dira le contraire. Diane Lamy, bonjour. Bonjour. Mon invité, c'est vous. Vous êtes la cofondatrice de Classroom qui crée des outils de communication pour rapprocher justement les écoles, les familles au profit de nos enfants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, des outils pour communiquer entre les profs, les parents et les élèves. Les carnets de correspondance, ça n'existe plus donc ? Alors si le carnet de correspondance existe encore, en fait c'est un peu l'enseignant qui va faire le choix de continuer à utiliser le cahier de liaison. En fait, ouais. Dans le premier degré on dit cahier de liaison et c'est plus tard qu'on appelle ça le carnet de correspondance et au collège et au lycée. Donc l'enseignant va faire le choix soit de continuer à utiliser le cahier de liaison s'il est plus à l'aise avec ça, ou de passer sur des outils numériques comme notre application ou il y a d'autres outils qui existent pour communiquer avec les familles. Mais le carnet de correspondance, il ne propose pas de visio, c'est compliqué d'avoir des chats, j'imagine. C'est ça la différence, la valeur ajoutée de Classroom, entre autres, par exemple. En fait, le cahier de liaison, sur le terrain, il a plusieurs problématiques. La première, c'est que ça passe par l'enfant. Donc, voilà. Alors, on a envie de responsabiliser les enfants, mais en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils ne pensent pas à montrer le mot qui est hyper important, à faire signer pour le jour même à ses parents. Le parent ne pense pas à aller regarder dans le cartable tous les soirs de l'enfant pour voir s'il y a un mot à signer. Et donc, en fait, le message qui devait être lu le soir même, il est lu une semaine après. Et donc ça pose un vrai problème. Il y a un vrai gap entre l'instantanéité d'une application et des outils numériques et le cahier de liaison. Alors ça, c'est entre autres pour les enfants qui sont des bons élèves, parce que ceux qui sont des mauvais élèves, le cahier de liaison ou le carnet de correspondance peut être un drame, je sais de quoi on parle. Mais pour être plus concret, là, j'étais en train de vous taquiner en vous demandant, il n'y a plus de carnet de correspondance, mais en fait, on se rend bien compte qu'après une période comme le Covid, quelle est l'utilité d'un carnet de liaison à partir du moment où il n'y a plus d'échanges, où les gens ne se voient plus et on ne se rencontre plus ? C'est là que des applications comme la vôtre ouvrent des opportunités et ouvrent des possibilités de communication entre les parents et les profs. En fait, en réalité, même avant le Covid, ce problème, il existait déjà. Le problème de communication. De communication, parce que il y avait par exemple à Paris le plan Vigipirate qui empêchait les parents de rentrer dans les écoles. Et ça, c'était déjà un problème. C'est-à-dire que les parents ne voyaient plus ce qui se passait en classe, n'avaient plus accès à la vie de la classe de leur enfant, en fait. Et par exemple, pour des parents qui travaillent, comme moi, on dépose nos enfants à l'école le matin, on ne voit pas forcément la maîtresse. Et le soir, c'est souvent une nounou qui va les récupérer à l'école. Et donc, on n'a pas vu la maîtresse. Et on ne la voit pas de l'année, sauf une fois, la réunion de parents d'élèves où on est 20 parents à se battre pour essayer de parler 5 minutes à l'enseignant. Enfin voilà, il y avait déjà, en fait, même avant le Covid, des problèmes de communication entre les familles et l'école. Et c'est à partir de ce postulat-là que vous avez créé Classroom, justement pour augmenter l'échange entre parents-profs. C'est quoi ? C'est avant tout un problème, c'est une peur, une méfiance réciproque. D'où est né ce problème, ce manque d'échange ? Alors, pour répondre à la première question, qui est est-ce que c'est de là qu'est partie l'idée de Classroom ? En partie, oui. D'accord. Donc, c'était effectivement le problème qu'on avait, nous, en tant que parents parisiens, à plus avoir de
lien avec l'enseignant des enfants, mais aussi notre associé Damien qui, lui, habite à New York et qui est séparé, donc qui était papa divorcé d'une petite fille. Lui n'avait pas la garde de sa fille en semaine et donc ne voyait jamais l'enseignante de sa fille. Et lui aussi avait ce problème de n'avoir aucun lien avec l'école et il ne pouvait pas suivre la scolarité de son enfant tout simplement. Bon, alors après concrètement sur le terrain, il y a effectivement parfois, ça peut arriver, une incompréhension entre les familles et l'école. Ça peut arriver que ça peut être des parents qui ont une mauvaise expérience à l'école, qui n'ont pas aimé l'école petit, qui donc pour eux c'est un mauvais souvenir. L'enseignant c'est l'autorité, c'est pas quelque chose de très agréable, ils n'ont pas forcément envie d'être confrontés à ça, ils ne sont pas forcément très à l'aise. Et ça peut être, sinon, après la communication, c'est les parents travaillent, maintenant les mamans travaillent. C'est vrai que... il y a moins de temps pour pouvoir être proche. Avant, les mamans venaient chercher tous les jours leurs enfants à l'école et donc échanger avec la maîtresse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément que les parents n'aiment pas les profs ou inversement, mais c'est juste parce que le quotidien fait que... Alors, une bonne chose, je le disais en préambule, le Covid est un accélérateur de tendance dans de nombreux domaines. Pensez-vous véritablement qu'il l'ait été pour l'école ? Alors, moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, en tout cas, là, pour répondre à cette question, c'est le premier degré. Donc, c'est la maternelle et la primaire, donc les enfants de 3 à 12 ou 3 à 11, disons. Et en fait, ce qui s'est passé dans le premier degré, quand en mars 2020, les écoles ont fermé, ça, on parle du premier gros confinement où personne... premier confinement où les écoles ont fermé. Parce qu'en France, on a quand même eu de la chance à ce niveau-là, après dans des conditions plus ou moins discutables, mais les écoles ont très peu fermé, en tout cas les écoles du premier degré. Quand en mars 2020, le gouvernement a décidé de fermer les écoles, ça a été décidé, je crois, le jeudi pour le lundi, si je ne dis pas de bêtises. Donc les enseignants, à ce moment-là, l'ont appris un peu en même temps que tout le monde, sans être équipés pour assurer une continuité pédagogique. Oui, mais à ce moment-là, on ne leur demandait pas de penser à un suivi pédagogique. Là, à ce moment-là, on demandait à tout le monde de se préserver du coronavirus et du virus, plutôt, non ? Il était quand même question de continuer à faire l'école à distance, à ce moment-là. Et ils n'avaient aucun outil pour le faire. Rien n'avait été mis en place. En même temps, on ne peut pas... Voilà, on ne pouvait pas l'anticiper. Mais en tout cas, rien n'était mis en place. Sauf que dans le secondaire, collège, lycée, il y avait déjà des outils, des ENT mis en place. Donc, c'est des espaces numériques de travail, comme, je ne sais pas si je peux citer Pronote, qui est déjà très répandu dans plein d'écoles. Je crois que c'est un chiffre comme 80% des écoles françaises. Dans le premier degré, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas d'outils comme ça. Et donc, les enseignants ont dû un peu se dépatouiller du jour au lendemain, essayer de trouver des solutions pour pouvoir communiquer avec les familles. Et il y a eu, pour les plus classiques, ceux qui ont utilisé le mail, tout simplement. D'autres qui se sont tournés vers des outils comme le nôtre, notre application, elle est gratuite, accessible à tous. Donc, ils ont téléchargé l'application, créé des classes et commencé à communiquer avec les parents avec ça. Et c'est vrai que ça a peut-être effectivement changé des habitudes. Il y a des enseignants qui n'auraient pas pensé au numérique, pour qui c'était pas, ils n'en ressentaient pas le besoin avant. Et finalement, ils ont utilisé ça pendant le Covid et maintenant, ils vont continuer à le faire certainement. Oui, mais je vous écoute et ça paraît presque étonnant de se dire que les professeurs, les maîtres, les maîtresses n'utilisaient pas les mails pour contacter, alors que tout le monde se contacte par mail. On fait un truc le lendemain, on envoie une invitation, on a un retard, tout le monde s'envoie des mails. L'enseignement national, l'éducation nationale, non, c'était interdit, on ne communiquait pas. C'est quoi ? Ils ne voulaient pas écrire 50 mails à chaque prof, à chaque parent. Pourquoi il y avait cette réticence d'utiliser plus les outils digitaux, selon vous ? Non, alors le mail est quand même utilisé dans les écoles, mais le mail n'est pas un outil de communication instantané. Le mail, on n'a pas de suivi. On ne sait pas si on a envoyé le mail, s'il n'est pas allé dans les spams, par exemple. On ne sait pas si le parent a reçu l'information. Je sais que j'ai parfois des profs qui me disent « Oui, mais enfin, moi, j'envoie des mails. » Ils me disent qu'ils ne les ont pas lus. J'ai aucun moyen de vérifier qu'ils ont bien lu le mail ou pas. Donc, non, le mail est utilisé. Par contre, c'est vrai qu'il y a des enseignants qui sont un peu de la vieille école, qui n'ont pas envie forcément d'utiliser le numérique et qui ont envie aussi, il y a un peu une philosophie de on doit responsabiliser l'élève. Donc on passe l'information à l'élève, on lui donne le cahier, c'est sa responsabilité et il doit transmettre l'information à ses parents. C'est une responsabilité ou il se décharge un peu ? Non, c'est un vrai désir des enseignants d'autonomiser les enfants. Ah, alors ça tombe très bien que vous me disiez ça parce que justement, on a posé la question il y a quelque temps à un professeur des écoles dans l'Ariège et on lui a demandé le Covid, cette période un peu particulière, qu'est-ce que ça a amené de plus dans l'éducation vis-à-vis des enfants ? On écoute ce qu'il dit et je vous demanderai ce que vous en pensez juste après.
On est dans l'apprentissage d'une future société. J'ai la conviction que c'est peut-être l'un des objectifs de l'éducation. Amener les élèves à trouver une place de citoyen, participatif, actif, critique dans la société de demain. Dans l'accélération des tendances du Covid, c'est aussi ça, c'est-à-dire que le Covid a poussé un peu les enfants à un peu plus de citoyenneté. Alors, on ne peut pas demander à des enfants de 5-6 ans d'être citoyens, mais ils ont appris des choses pendant cette période qu'ils n'auraient pas appris en temps normal, c'est-à-dire un peu plus d'empathie, un peu plus de bienveillance, peut-être un peu plus de générosité pour ceux qui ont plus de difficultés. Comment vous avez perçu ça, vous, au travers de Classroom ? Bon, déjà, les enfants, ce qu'ils ont appris avec le Covid, c'est à mettre un masque. À se laver les mains. Beaucoup se mettre de gel hydroalcoolique. Ils ont appris comme nous des nouveaux mots. Covid, antigénique, autotest, PCR. Voilà, bon, ça déjà, c'est bien rentré dans la tête des enfants. Et ensuite, bon, ce qu'ils ont appris avec le Covid, je crois qu'il y a eu peut-être effectivement une prise de conscience qu'on est une société. Que nos actions peuvent avoir des conséquences auprès de tous. Par exemple, quand on a demandé à des enfants, tu verras plus papy, mamie, parce que c'est dangereux pour eux le Covid. Non, pour toi, c'est pas grave, mais ça peut être grave pour eux. Donc peut-être effectivement une sorte de responsabilité et puis de se rendre compte qu'il n'y a pas que leurs actions ont des conséquences. Vous êtes donc d'accord avec ce que disait ce professeur ? Je sais que moi, en tout cas, qui communique énormément avec les enseignants depuis 5 ans, je sais que c'est très important pour eux, cette idée d'autonomie et de responsabilité des enfants. Et d'ailleurs, ça a été une des conséquences négatives du Covid. Les enfants sont revenus en classe en septembre donc 2020, après la période de fermeture des écoles. Ils sont revenus en classe en septembre. Et ils ont eu beaucoup d'enfants qui avaient beaucoup de mal avec la notion de vivre en société, de partager, et puis même d'autonomie, parce qu'ils étaient dans le cocon familial. Ils ont raté toute une période importante d'apprentissage, de la sociabilisation et d'autonomie. Et voilà. Et là, pour vous, c'est plus grave. Alors, je ne sais pas si je parle à la mère, à la maman ou à l'entrepreneuse, mais c'est plus difficile pour les petits, les primaires, maternelles primaires, le collège ou les lycéens ? Ouais, alors là-dessus, je pense que les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Et puis même, le Covid n'a pas été vécu de la même façon parce que les écoles du premier degré, par exemple, ont été ils ont fait beaucoup moins d'écoles à distance qu'au collège ou qu'au lycée, en tout cas, ça je suis sûre. Au lycée, ils ont à un moment imposé 1 semaine sur 2 d'école à distance dans les lycées. Ce qui n'a pas été le cas dans les écoles du premier degré. Et donc, effectivement, comme je le disais, dans le premier degré, peut-être une des conséquences, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des enfants qui n'ont pas appris à sociabiliser. Et puis, c'est très important. En fait, l'école sert aussi à ça. Quand ils rentrent en maternelle, ils ne sont plus le petit chouchou de papa et maman. Ils vivent en société, en communauté. Ils doivent apprendre à partager, etc. Dans le lycée, au collège, au lycée, je dirais que c'était plus un problème de démotivation, de décrochage scolaire, peut-être de sociabilisation, mais autrement, sociabiliser avec les autres. Ils avaient moins d'occasions. Trouver sa place. Oui, voilà, puis de sortir avec les copains, de se faire une place, effectivement, dans l'école, quoi. Alors ça, c'est le constat qu'on peut faire après 2 ans de pandémie. Maintenant, on va essayer d'un peu de se projeter dans l'avenir. Je le disais tout à l'heure, et vous en avez parlé, le Covid a véritablement propulsé le digital dans l'école. Ou est-ce que c'est l'école qui s'est propulsée dans le digital ? Chacun choisira. À votre avis, est-ce que c'est ça, l'école de demain ? C'est une école toute digitale ? C'est une école où on fera un peu à distance ? Quelles sont les pistes ? Vous le disiez, vous êtes proche des profs des maîtres et des maîtresses. Eux, ils voient quoi ? Comment ils envisagent l'école, allez, on va dire à moyen terme, d'ici une dizaine d'années ? Alors, je pense qu'il n'y a pas, en fait, de tout digital ou tout pas digital. Je pense que le digital, c'est un plus. C'est de l'aide, c'est un outil supplémentaire. Voilà, c'est un outil supplémentaire qui va aider l'enseignant dans sa mission éducative. Donc, ça va être, par exemple, des outils qui vont aider à personnaliser l'enseignement. Parce que si l'enfant a travaillé sur un logiciel qui lui apprend à écrire, il y en a qui sont déjà opérationnels, mis en place sur le terrain en France, par exemple, et ben, il va avoir un suivi vraiment précis et personnel de l'évolution de l'apprentissage de chaque enfant. Donc voilà, ça va l'aider à personnaliser le travail et l'apprentissage. Alors on n'est plus sur l'école pour tous, alors là c'est une école, oui, comme vous le disiez, sur mesure, personnalisée.
C'est l'école pour tous, ils sont tous dans la même classe, ils ont tous le même prof, ils font tous les mêmes apprentissages, ou en tout cas à la fin de la classe, ils doivent avoir fait les mêmes apprentissages, mais c'est important quand même de prendre en compte la spécificité de chaque enfant. D'accord. Vous avez vu passer des idées complètement folles, des propositions qui des propositions qui sont attirantes, mais en fait qui sont irréalisables. Vous avez 2-3 exemples ? En fait, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il y a en fait des écoles complètement digitales. C'est-à-dire que ça existe. En France. Alors, je sais qu'il y en a une au Canada qui cartonne. En France, ça doit exister, mais je ne suis pas sûre. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais là, on n'est pas dans l'enseignement public, on est d'accord ? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est des écoles privées. Okay. Mais ça existe, donc des enfants qui sont en école à distance toute l'année. Ah, quand vous dites digital, ça veut dire qu'ils restent chez eux et... L'école à distance. D'accord. L'école à distance, toute l'année, ça existe. Ce sont des écoles. Les parents inscrivent leurs enfants pour être à l'école à distance. Voilà. Bon, mais après, pourquoi ? Dans quel but ? Quels sont les retours, justement, les résultats de ça Justement, en fait, c'est des projets qui ont été mis en place, mais pour répondre à des besoins spécifiques, des problèmes de santé qui ne permettent pas à l'enfant d'aller à l'école, ou des problèmes géographiques, il est trop loin de l'école, il n'y a pas d'école à côté, et donc voilà, c'est une solution. On peut imaginer un jour des classes avec des maîtresses en hologramme ou des élèves en hologramme, c'est envisageable ou non ? En fait, techniquement, il est possible aujourd'hui, déjà, de suivre l'école dans le métaverse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du métaverse. Techniquement, c'est possible. Et c'est possible aujourd'hui de mettre un casque de réalité virtuelle devant les yeux d'un enfant, de le faire aller dans un métaverse et qui rentre dans une classe et qui suive un cours. Alors, on va rappeler ce qu'est le métaverse. Oui. Le métaverse, c'est un univers totalement virtuel, digital, où en fait, ce sont nos avatars qui vivent les expériences à notre place. Exactement. C'est techniquement possible. Mais il y a des expériences qui ont été faites comme ça ? Non, je ne crois pas. Tout simplement parce que justement, dans les usages, c'est très compliqué. Déjà, un casque de réalité virtuelle, je ne sais pas si vous avez déjà mis un casque de réalité virtuelle. Vous avez déjà essayé. Au bout de 20 minutes, on a mal au crâne, en fait. La technologie n'est pas encore suffisamment au point pour qu'on puisse passer toute une journée dans le métaverse. En fait, voilà. Même si, oui, technologiquement, c'est possible, en fait, dans l'usage, ça ne l'est pas. Alors, on parlait des exemples européens, français en l'occurrence. Le Covid a touché tous les élèves de toutes les primaires du monde. On va regarder l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Elena, qui est mexicaine et qui, alors un peu comme en France, ils ne sont plus allés à l'école et puis après on leur a dit non. Donc elle, ça ne lui plaît pas beaucoup. On regarde et on en reparle après. À 9 ans, Elena a la nostalgie du temps des copains et des maîtresses aussi. Loin des salles de classe, la petite Mexicaine accumule du retard scolaire après 2 ans de pandémie, comme des millions d'enfants à travers le monde. De almorzar con mis amigas. J'avais l'habitude de déjeuner avec mes amis, de se voir à l'école, de jouer à la pause. Et maintenant, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus que virtuel et cela m'a beaucoup affectée. Y bueno, sí me afectó mucho. La petite élève de primaire, qui vit avec ses parents entre Mexico et Cuernavaca, au sud de la capitale, avait repris le chemin de son école privée après les vacances de fin d'année, le 10 janvier. Sa joie était de courte durée. L'éducation à distance est redevenue encore la norme pour quelques semaines face à la vague Omicron. Je veux vraiment retourner à l'école, parce que quand je suis en visio, je prends encore plus de retard et quand je suis dans la salle de classe, je me lève et je dis « Maîtresse, pouvez-vous réécrire ce qui a été écrit au tableau ?» Dans son malheur, Elenita a de la chance. Ses parents, qui ont fait des études supérieures, peuvent l'aider à rattraper son retard. Mesuré au Mexique, ce retard est mondial. Eh bien, comme je vois que tous les enfants ont à peu près les mêmes retards, je me dis que ce sera une génération différente et nous verrons comment cela affectera les enfants. Au Brésil, les pertes d'apprentissage dans le secondaire seraient d'1 an et de 6 mois en Belgique. Selon l'UNESCO, plus de 100 millions d'enfants n'atteindront pas le niveau minimum de compétences en lecture en raison de la crise sanitaire. Ça va avoir des conséquences ça, sur les premières... On va voir les dégâts de cette période dans combien de temps ? 10 ans, 15 ans Parce que là, une centaine de millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école, qui ont du retard, ça va faire une génération qui va avoir perdu, qui sera moins forte que les générations précédentes ?
Oui, je pense qu'on pourrait déjà aujourd'hui calculer les effets, même si je n'ai pas vu d'études là-dessus, moi personnellement. Mais c'est vrai, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, en France, on a eu la chance que les écoles restent ouvertes. Ouais, on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut être dans d'autres... Et malgré ça, je sais qu'à la rentrée dernière, les parents étaient inquiets du retard pris pendant le Covid par leurs enfants. Donc c'était un sentiment que les parents avaient, que leurs enfants avaient raté des cours. Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup, comme je l'ai dit au lycée, aussi de décrochage scolaire. C'est des conséquences, ça, oui, peut-être qu'on verra dans les prochaines années. Ouais. Là, avec toutes les... Alors, on est à l'aube, vous parliez de métaverse, on est à l'aube de tout un tas de nouvelles technologies. Il y a l'intelligence artificielle, les data. Dans TLS+, je reçois souvent des professionnels, justement, de tout ça. On se dit, mais pourquoi il n'existe pas encore un logiciel où on apprend 2 jours, on apprend à parler une langue étrangère, on nous met une puce, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des produits qui sont en train d'être adaptés pour... Alors là, on parle de ceux qui n'ont pas de problème à l'école, mais pour ceux qui ont du retard scolaire, du retard dans l'apprentissage, les dyslexiques et tout ça, on pourrait imaginer qu'il y ait des nouveaux outils pour tous ces élèves-là. Ça existe, c'est en train de se mettre en place? Il y a déjà des outils, des logiciels qui sont mis en place pour les enfants 10. En fait, 10 oui, on dit des enfants 10 parce qu'il y a les dyslexiques, il y a les dysorthographiques, les dyscalculiques. Ouais. Il y a plusieurs types de 10. Et il y a des logiciels qui existent pour les aider justement à lire, pour ceux qui ont des difficultés à lire. Donc, ils vont avoir une aide en classe. Ils vont pouvoir avoir accédé, par exemple, à une tablette, alors que d'autres n'ont pas accès à la tablette, pour que la tablette leur lise les textes. Enfin, il y a des choses qui existent et qui sont mises en place. Peut-être effectivement qu'on pourrait faire plus, qu'on pourrait faire mieux, mais en tout cas, c'est déjà en route. Mais vous pensez que le principe de classe 6e, 5e, 4e, où ça va continuer, où il va y avoir des élèves qui vont arriver avec leur niveau, et selon leur niveau, ils vont être dans une filière où il n'y aura plus de classe, ce sera juste la filière A, la filière B, la filière C, et les enfants iront à leur rythme et peut-être s'épanouiront mieux et auront peut-être moins de frustration. Je ne sais pas, là je sors des idées en l'air. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et est-ce que les professeurs, dans les échanges que vous avez sur Classroom, en parlent ou désirent ce genre de choses, ou les profs, ou les parents, je ne sais pas? Les professeurs, aujourd'hui, leurs problématiques, elles sont beaucoup plus terre à terre. Aujourd'hui, ils aimeraient avoir plus de moyens, plus d'effectifs, moins d'élèves dans les classes. Voilà, c'est ça leur demande aujourd'hui. Elle est très présente, voilà, elle n'est pas dans le futur. Non, c'est ça. Par contre, effectivement, ça serait possible, grâce au numérique, d'avoir des suivis beaucoup plus personnalisés, comme on disait tout à l'heure, et peut-être effectivement des enfants qui évoluent en fonction des acquis. Des acquis qu'ils ont eus. De par leur histoire. Voilà, par les apprentissages. Voilà, c'est possible. Alors, je ne crois pas que ce soit dans les tuyaux, mais c'est possible. Ouais. Alors, vous le savez, Télésud est très diffusé en Afrique. Ça tombe très bien, puisque je crois que vous avez des partenariats avec des écoles, notamment au Cameroun. Et je me disais, en préparant l'émission, mais Classroom, enfin, votre produit, votre outil de communication, dans des pays où les infrastructures ne sont pas les mêmes que les nôtres, ça doit être une révolution quand ça arrive, où les parents, en étant loin, sans pouvoir se déplacer ou quoi que ce soit, ont accès directement, à l'instruction de leurs enfants, mais en même temps à leurs professeurs. Comment c'est perçu là-bas ? Effectivement, on a des classes au Cameroun, en Côte d'Ivoire aussi notamment. En fait, ce qu'il y a de vraiment assez game changer, comme on dit un peu dans le milieu start-up, voilà, ce qui change un peu la donne, c'est que Classroom et notre application Classly a été inventée pour le mobile. On appelle ça du mobile first. C'est-à-dire, on dit c'est une application, voilà, c'est fait pour le mobile. On a une version web, on peut accéder à notre outil via un ordinateur, mais ça change tout. Parce que toutes les familles, aujourd'hui, ont accès à un smartphone. Toutes les familles n'ont pas accès à un ordinateur, mais toutes les familles ont accès à un smartphone. Et ça change tout. Parce que, mais du coup, dans toutes les, on peut... le professeur peut être sûr que toutes les familles vont pouvoir rejoindre la classe de l'enfant, vont accéder aux informations qui sont partagées. Et ça, c'est vraiment, oui, quelque chose qui change la donne. Qui révolutionne un peu le rapport à l'école. Oui, parce qu'aujourd'hui, même les ENT, donc les espaces numériques de travail qui sont mis en place et qui existent aussi pour le premier degré, même s'ils ne sont pas très mis en place encore aujourd'hui, c'est beaucoup fait pour l'ordinateur. Ou parfois, c'est des sites adaptés au téléphone, mais ce n'est pas très sympa d'usage, alors que là, nous, c'est vraiment fait pour le mobile. Et ça, je pense que c'est ça à l'avenir, en fait, c'est de penser mobile. Alors, ça va être ma dernière question, parce que malheureusement, on arrive au terme de l'émission.
Une entreprise comme la vôtre, vous parliez tout à l'heure de Vigipirate, il y a eu des attentats malheureusement qu'on a vécu à Paris, la Covid. Comment vous faites pour être constamment réactif ? Parce que j'imagine que selon les situations, les profs viennent vous voir, on a besoin de ci, on a besoin de soi. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Vous essayez d'anticiper ou vous répondez véritablement à la demande de vos utilisateurs, j'imagine, c'est ça ? Exactement. En fait, ce qui fait une start-up, c'est sa flexibilité et sa rapidité d'exécution. Et nous, on est vraiment constamment à l'écoute du terrain, des besoins de nos utilisateurs. Et par exemple, quand les écoles ont fermé en mars 2020, on a tout de suite ajouté une fonctionnalité visioconférence pour que les profs puissent faire les cours en visioconférence via l'application Classly, parce qu'il y avait un petit problème aussi avec d'autres outils qui n'étaient pas forcément RGPD, vous savez, qui ne respectaient pas forcément les données. Voilà. On a aussi mis un outil pour gérer le travail, pour que les profs puissent donner le travail via Classly et que les enfants puissent le rendre via Classly aussi. Et là, tout récemment, parce que les enseignants sont très embêtés dans la gestion du Covid avec Omicron, il y a beaucoup de cas dans les classes, ils doivent s'assurer que le protocole est bien respecté par les parents, et c'est une vraie galère. Et donc là, pareil, on a mis en place, via la messagerie privée de notre outil, une fonctionnalité qui permet aux enseignants de mettre des messages en favori parce qu'ils renvoient en fait toute la journée les mêmes messages. Merci de me rapporter l'attestation que votre enfant a bien fait son autotest. Voilà, donc ça, c'est un outil qu'on vient de mettre en place il y a 2 semaines pour aider justement les enseignants à gérer cette crise. Allez, dernière question. L'essence même et la base même d'une bonne scolarité pour un enfant, c'est l'échange des bons rapports avec les parents et les professeurs, des bons rapports avec l'enseignement dans sa globalité, c'est-à-dire plus on se parle, plus on se comprend. Alors, des études ont montré que lorsque les enseignants, disons que l'équipe éducative et la famille collaborent, les enfants réussissent mieux. Parce que en fait, le parent, il a besoin de comprendre le projet pédagogique de l'enseignant. Il a besoin de comprendre vers où l'enseignant veut amener l'enfant. Il faut que ce soit un travail d'équipe. On sait que par exemple, un enfant dont le parent va dénigrer l'école ou va pas aimer le prof ou va dire du mal de l'enseignant, et ça va être négatif pour lui parce qu'il va être pris parce qu'il passe 6 heures par jour à l'école, donc c'est vraiment son deuxième environnement. Il a besoin de s'y sentir bien et de sentir qu'il fait partie d'un écosystème sain et que les 2 acteurs de son écosystème s'entendent bien et que que les 2 vont dans la même direction. C'est important pour lui. À choisir entre l'un. Voilà, qu'il n'a pas besoin de choisir est-ce que je préfère ma maîtresse ou est-ce que je préfère maman. Non, je préfère maman. Diane Lamy, merci beaucoup. Donc pour tous ceux qui regardent l'émission et qui seraient intéressés par Classroom, on trouve les informations sur le web. Oui, Classly, c'est une application qui est disponible sur tous les stores. J'ai dit Classroom depuis tout à l'heure. En fait, Classroom, c'est la société mère, mais on a notre application qui s'appelle Classly et qu'on peut télécharger sur tous les stores, Google, Apple. Gratuitement. Exactement. Diane Lamy, merci beaucoup. Merci à vous. TLS+, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine, comme chaque semaine. Et vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir.